de la pauvreté. Ou bien une autre piste, c'est celle qui relèverait finalement du mensonge qui consiste à dissimuler la véritable cause des inégalités et de la pauvreté, c'est-à-dire un choix délibéré de provoquer des inégalités et d'entretenir un certain degré de pauvreté. Alors sans doute qu'il y a une part de vérité dans tout cela, mais une telle duplicité généralisée et durable paraît finalement guère imaginable. Alors dans quelle mesure déplore-t-on la pauvreté tout en l'acceptant, c'est-à-dire tout en la désirant? Alors je prends conscience du caractère provocateur de cette hypothèse, pourtant c'est apparemment la seule manière d'expliquer le paradoxe, c'est-à-dire d'expliquer cette fatalité de la pauvreté, ou cette apparente fatalité de la pauvreté. Alors il ne s'agit pas évidemment de succomber à une conception misanthropique de l'humanité. On pourrait considérer que la tenue de ces assises prouve à l'évidence le contraire. Il ne s'agit pas non plus de sombrer dans une interprétation individualiste qui consisterait à supposer que le monde est divisé entre les méchants affairistes, les cyniques calculateurs sans principe et sans morale, et les gentils pétris de bons sentiments, susceptibles d'infléchir les situations scandaleuses de pauvreté, mais réduits à l'impuissance par le cynisme des premiers nommés. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de nier ce que ce tableau révèle malgré tout d'une réalité dont on peut recueillir si souvent les preuves. Il y a effectivement un cynisme, une démesure, une insensibilité aux conditions de vie des pauvres, notamment chez les riches. Toutefois, je crois que ce serait une erreur de s'enferrer dans cette tautologie de l'explication individualiste, c'est-à-dire dans une forme d'individualisme comme fait, se confondant avec la méthode et qui expliquerait la réalité de l'individualisme qui provoque la pauvreté. Dans ce cas, c'est pourtant ce qu'on entend souvent, dans ce cas, on tourne en rond dans la tautologie de la narration et le discours réducteur de l'acteur. Ce qui ne veut pas dire finalement, bien évidemment, qu'il s'agit de décerner des prix de vertu à un certain nombre de gens qui, effectivement, dont on peut considérer que ce sont eux qui font le monde dans lequel nous vivons. Et puis c'est trop pratique, effectivement, de considérer que les cyniques, eh bien, ce sont toujours les autres. Il ne s'agit donc pas de s'enfermer dans une analyse strictement psychologique. Je dis strictement psychologique, c'est-à-dire une analyse qui serait non sociologique, non historique, et qui procéderait d'a priori anthropologiques du type « l'homme est naturellement égoïste, naturellement méchant, naturellement calculateur », sans compter finalement qu'une telle explication finit par légitimer l'injustice qu'elle dénonce. Comme le disait Rousseau, si les hommes sont des loups, ils peuvent alors se dévorer en sûreté de conscience. À moins qu'une telle explication, ce qui serait pire encore, justifie explicitement, on pourrait dire d'une manière décomplexée, les inégalités et la pauvreté comme conséquence de la nature humaine. Il s'agit en fait de tenter de comprendre, au-delà des divers réductionnismes, les logiques qui peuvent expliquer la pauvreté et sa pérennité. Or, ces logiques, si elles ne sont ni économiques, ni individualistes, ni morales, ni relevant d'un supposé invariant anthropologique, ne peuvent être que culturelles. C'est ainsi que l'on peut expliquer que le choix pour l'inégalité et la pauvreté, voire le désir d'inégalité et de pauvreté, peut se redoubler d'une propension à déplorer ces inégalités, parce que ce choix est imposé par les représentations dominantes qui sont les nôtres, par les normes, par l'idéologie, qui agissent dans une certaine mesure sourdement, c'est-à-dire de manière inconsciente. Alors je vous livre très rapidement le plan de mon intervention. Dans un premier temps, donc, je reviendrai sur la question économique pour tenter justement de déconstruire ce discours qui tend à dire eh bien, que finalement la pauvreté est une conséquence de lois économiques sur lesquelles nous ne pouvons rien. J'essaierai à la suite de cela d'interroger le rapport inégalité-pauvreté pour prendre à rebours en quelque sorte un autre discours qui est le discours libéral et qui consiste à dire eh bien, qu'il ne faut pas confondre inégalité et pauvreté et que c'est dans une certaine mesure à vouloir coûte que coûte l'égalité
eh bien, que l'on produit de la pauvreté. Bon, j'essaierai justement de montrer que cela est parfaitement faux et que ça procède d'un discours qui est un discours dont on peut démontrer, essayer de montrer du moins, qu'il repose sur des présupposés idéologiques. Alors, comprendre le libéralisme consiste aussi finalement à aller au-delà de l'affairisme capitaliste, à ne pas confondre les deux. L'opposition entre la culture libérale et les fondements de la société devront, pour le coup, essayer d'être mis en évidence pour essayer justement de montrer eh bien, que si pauvreté il y a, ce n'est pas simplement, bien évidemment, que c'est l'effet d'un mode de production capitaliste, il s'agit aussi de savoir finalement d'où vient ce mode de production capitaliste, quelle forme de capitalisme acceptons-nous et en quoi finalement cela est un fait social majeur et un fait historique majeur. Il s'agirait, si l'on veut, finalement, d'inverser en quelque sorte la thèse marxiste sur le rapport entre infrastructure et superstructure. Et puis en quoi le libéralisme est constitutif, dernière partie, d'une désinstitutionnalisation, c'est-à-dire de ce que, après Rousseau, j'ai nommé le retour de l'état de nature sous une autre forme. Et en quoi finalement ce retour de l'état de nature sous une autre forme n'est pas simplement épuisement du lien social, comme on le dit souvent, mais c'est une culture finalement qui désinstitue la société en favorisant, en valorisant en quelque sorte des logiques qui sont justement des logiques de survie et qu'on peut essayer eh bien, de repérer à tous les niveaux de la vie sociale. Alors concernant les lois de l'économie, les lois de l'économie sont censées expliquer la pauvreté. L'économie, nous dit-on, a ses propres lois, elle est autonome, c'est-à-dire que l'économie donc se donne ses propres lois, mais l'économie est également hétéronome, c'est-à-dire qu'elle impose ses lois de l'extérieur. L'autonomie et l'hétéronomie font en gros eh bien, qu'on est tenté de dire qu'à la pauvreté, à la richesse, aux inégalités, on n'y peut rien. Autrement dit, la pauvreté et la richesse seraient dans cette perspective les conséquences de phénomènes économiques, de lois économiques, qui sont indépendantes de la volonté des hommes. Les phénomènes économiques sont donc fréquemment présentés, enfin, c'est du moins comme ça que moi je les entends souvent, comme des phénomènes météorologiques. On peut filer la métaphore, c'est-à-dire qu'on donne l'état de la pauvreté, de la richesse, du chômage, et puis finalement on fait des prévisions à plus ou moins long terme, tout en donnant à penser eh bien, que les choses sont comme cela et qu'on n'y peut rien, que nous n'avons pas de prise finalement eh bien, sur ces lois économiques. Alors il y a bien évidemment une ambiguïté entre l'économie comme science et l'économie comme pratique. Les pratiques économiques peuvent infléchir l'économie, a priori, mais le libéralisme se présente, si on essaie de remonter à ses racines, le libéralisme se présente comme la thèse qui postule qu'il ne faut surtout pas tenter d'infléchir les lois de l'économie, puisque l'économie est censée avoir ses propres lois. Et c'est là qu'on se retrouve confronté en quelque sorte à une ambiguïté, puisqu'on ne peut rien contre les lois de l'économie. Eh bien, on ne peut rien contre les lois de l'économie, surtout si l'on s'efforce de les laisser faire. Chez les libéraux, on constate ainsi une critique de l'idéalisme de l'égalité, censé lutter contre la pauvreté. L'égalité, nous dit-on, c'est l'égalitarisme, c'est le nivellement par le bas, c'est l'asthénie. Plus nous voulons frénétiquement être égaux, et plus nous produisons de la pauvreté, nous disent un certain nombre de libéraux. Alors, la question, eh bien, c'est l'économie dans cette perspective, est-elle une science humaine? Bon, la réponse à cette question, alors bien évidemment, je ne parle pas de tous les économistes, là je parle des économistes libéraux ou des économistes qui ont tendance finalement à considérer dans cette perspective libérale bien qu'il y a des lois autonomes et hétéronomes de l'économie. Moi je pense pour le coup que si on en est là, effectivement, l'économie n'est pas une science humaine, elle est une science non humaine, puisque l'humanité est inféodée à des lois autonomes et hétéronomes sur lesquelles, manifestement, les hommes n'ont pas de prise, c'est-à-dire la culture, en quelque sorte, n'aurait pas de prise.
C'est l'idée finalement que l'économie de marché est légitime aussi parce qu'elle va de soi, parce qu'elle est justement naturelle. Et donc c'est contre cette nature qu'il faudrait ne pas aller. Dans une autre perspective, l'économie de marché serait naturelle dans la mesure où elle serait censée réaliser la nature humaine, la nature de l'homme. Donc on peut dire ici qu'il y a un argument anthropologique a priori qui est plus que contestable. Plus que contestable parce qu'il repose finalement sur une représentation de l'homme naturellement calculateur, égoïste, et malheureusement il y a un certain nombre de paléo-anthropologues qui sont venus en quelque sorte au secours de cette thèse, qu'on retrouve très souvent finalement de l'autre côté de la Manche ou de l'autre côté de l'Atlantique. Notamment, c'est l'idée, par exemple, de Richard Dawkins, qui finalement est l'inventeur, le découvreur, pourrait-on dire, du gène égoïste, du selfish gene, ce qui peut sembler quand même être une arnaque. Bon, j'en veux pour seule preuve que finalement, quelques années après, un de ses collègues paléoanthropologues avait trouvé, semble-t-il, le gène altruiste, ce qui peut sembler être une même arnaque d'ailleurs. Donc la bonne société serait celle qui assure la pérennité de la liberté la plus absolue des hommes, nous disent les libéraux. Effectivement, c'est de ça, en quelque sorte, dont ils se gargarisent, dont ils se défendent, dont ils se prétendent, plus exactement. Mais ceci dit, on peut inverser le propos. Et c'est là que moi je serais quand même tenté d'inverser le propos. Et d'inverser le propos parce que finalement la question qui nous est posée, si on veut bien recommencer à faire des sciences humaines, c'est-à-dire à faire de l'histoire, à faire de la sociologie, à faire de l'anthropologie, à faire de la philosophie, eh bien finalement, qu'est-ce qu'une société ? Si une société est simplement un fait de nature, alors peut-être qu'il faut finalement ne plus s'embêter à faire des sciences humaines et faire des sciences sociales, peut-être qu'il faut juste faire de la zoologie, mais je ne le crois pas. Bien, parce que ce qui est naturel n'est pas nécessairement légitime, c'est ça le problème. C'est-à-dire que finalement, la suprême arnaque est de considérer que ce qui est naturel est légitime. Si la nature, entre autres définitions, mais on peut peut-être retenir celle-là, si la nature, c'est la pente à se donner la préférence, on peut alors supposer que la société ne s'édifie qu'à la condition justement d'entraver cette supposée disposition naturelle. Il y aurait là une explication, ou du moins une illustration de la rupture nature-culture. La culture, c'est ce qui s'impose aux hommes, et c'est ce qui impose aux hommes, eh bien, de ne pas justement donner libre cours à leur liberté sans borne. Sinon, on peut faire le pari qu'il n'y a pas de société possible. On a donc ici finalement deux conceptions anthropologiques radicalement opposées. À l'a priori anthropologique qui consiste à prétendre que la société est conforme à la nature et qu'il faut surtout se garder de ne pas dénaturer la société, eh bien, on peut recourir, c'est ce que je fais, à une autre conception de la société qui est au fondement justement de l'anthropologie sociale et culturelle, c'est-à-dire que la société s'institue et ne s'institue qu'en rompant avec les supposées lois de la nature. Autrement dit, la liberté est limitée par les conditions de la vie sociale qui ne sont pas données avec la nature. L'opposition réside alors, pour l'essentiel, sur la représentation de la bonne liberté. Est-elle, doit-elle être la plus absolue possible ? On peut tenter finalement de succomber à cette tentation. La bonne liberté est celle qui est totale, celle qui est absolue. Pourquoi finalement quelque chose viendrait entraver ma liberté ? Et là, pour le coup, on peut percevoir derrière cela justement les signes d'une culture qui est en train de se développer. Mais ceci dit, si on s'interroge justement sur le fait que la société n'est pas un fait de nature, mais un fait de culture, eh bien justement, le passage de la nature à la culture suppose sans doute une limitation de la liberté. Mais dans cette époque, prôner au nom finalement de l'institution sociale, prôner la nécessité d'une limitation de la liberté, c'est pas toujours si bien vu que cela. Alors,
Donc, la liberté doit-elle être, au contraire, limitée par les exigences de la vie commune? Et c'est là qu'on opposera, comme Rousseau l'a si bien fait, la liberté civile et la liberté naturelle. Alors, on peut opposer parfois le libéralisme philosophique et le libéralisme économique. C'est le cas, par exemple, de Benjamin Constant, qu'on a trop souvent, me semble-t-il, renvoyé du côté d'une justification du libéralisme économique. Vous voyez, dans les principes de politique, Benjamin Constant supposait justement une limitation à la liberté. Et pour quelle raison? Eh bien parce que l'excès de la liberté peut justement se transformer en tyrannie. Il nous dit qu'il y a des volontés que ni le peuple ni ses délégués n'ont le droit d'avoir. C'est là ce qu'il faut déclarer, c'est la vérité importante, le principe éternel qu'il faut établir. Mais souvent, le libéralisme philosophique vient à l'appui du libéralisme économique. Il en va ainsi de la philosophie de Tocqueville, qu'on ne peut pourtant pas considérer comme un ultralibéral économique. Cependant, son opposition égalité-liberté, le fait finalement que l'égalité s'oppose à la liberté, dans une espèce de simplification du jeu à somme nulle, c'est-à-dire ce que nous gagnons en égalité, nous le perdons en liberté, et ce que nous gagnons en liberté, eh bien, nous le perdons en égalité. Et selon lui, l'égalité, selon cette a priori anthropologique, eh bien, l'égalité entrave la liberté et donc entrave l'humanité, si l'on veut bien considérer que, par nature, par essence, l'homme est naturellement libre. Alors, c'est ce que Alexis de Tocqueville nous dit, notamment sur la passion, l'excès de la passion de l'égalité et le défaut finalement de la passion de la liberté. Alors, je citerai deux passages de l'Ancien Régime et la Révolution. Tocqueville écrit à plusieurs reprises, depuis que la Révolution a commencé jusqu'à nos jours, on voit la passion de la liberté s'éteindre, puis renaître, puis s'éteindre encore, et puis encore renaître. Ainsi fera-t-elle longtemps, toujours inexpérimentée et mal réglée, facile à décourager, à effrayer et à vaincre, superficielle et passagère. Il faut donc comprendre finalement que la passion pour la liberté est trop incertaine et pas assez affirmée. A l'inverse, Tocqueville nous dit, pendant ce temps, la passion pour l'égalité occupe toujours le fond des cœurs dont elle s'est emparée la première. Toujours attachée au même but, avec la même ardeur obstinée et souvent aveugle, prête à tout sacrifier à ceux qui lui permettent de se satisfaire et à fournir au gouvernement qui veut la favoriser et la flatter les habitudes, les idées, les lois dont le despotisme a besoin pour régner. Donc, en résumé, que nous dit Tocqueville? Il faut développer en quelque sorte, il faudrait développer une passion de la liberté, insuffisante, insuffisamment affirmée, mais surtout tenter d'endiguer cette passion excessive de l'égalité, eh bien cette passion excessive de l'égalité qui finalement justifie en quelque sorte ou explique du moins la tyrannie et qui souvent eh bien, peut se traduire par une espèce d'asthénie eh bien, qui se traduit justement par une égalité, un nivellement par le bas. Alors certains libéraux aujourd'hui prétendent même que l'égalité, confinant donc à l'égalitarisme, produit de la pauvreté, davantage de pauvreté, parce qu'elle provoque donc ce nivellement par le bas. L'égalité, nous dit-on, dans cette perspective, c'est le manque de verticalité, c'est le nivellement. Or, une société qui serait à ce point nivelée manquerait justement de verticalité. Il y aurait donc de ce point de vue une vertu des inégalités, c'est-à-dire finalement cette vertu qui est de créer et d'entretenir la verticalité. Mais on peut opposer à cette verticalité, et c'est là qu'on peut dénoncer finalement le piège du libéralisme, on peut opposer à cette verticalité une autre verticalité qui est celle des lois et des principes. On peut s'accorder donc sur le fait qu'il n'y a pas de société sans verticalité, mais il s'agit de savoir si cette verticalité doit être celle de l'inégalité qui est supposée s'imposer naturellement, ou bien si la verticalité est celle, ou doit être celle, de la loi commune et des principes communs qui instituent, j'insiste bien sur le terme instituer, qui instituent la société sur la base d'une égalité qui est celle des principes communs, là où d'ailleurs l'égalité ne s'oppose en rien
à la liberté, tout au contraire, puisqu'elle la garantit. On peut citer à l'appui de cela deux passages de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et un autre, la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Or, je pense que c'est peut-être aussi cela dans le monde libéral qui est le nôtre, qui peut être assez souvent remis en cause. Considérez donc que l'égalité s'abîme dans l'égalitarisme, c'est tout voir à l'aune de la seule réalité empirique, sans parvenir à concevoir que la société, la conception d'une humanité commune, puisse exiger la verticalité d'une loi, donc, qui est la même pour tous. C'est ici qu'on peut, en quelque sorte, jouer, ceux qui me connaissent, ça ne les surprendra pas, que l'on peut jouer Rousseau contre Tocqueville. D'abord, considérer que les inégalités sont fondées en nature et sont pour cette raison légitimes. C'est justement, comme nous disait Rousseau, transporter dans l'état de nature des idées que nous avons prises dans la société. S'opposant ainsi finalement à tous les philosophes qui avaient tendance justement à considérer qu'il y a une inégalité naturelle et que naturellement finalement la société reproduit cette inégalité, Rousseau disait que tous ces philosophes parlaient de l'homme sauvage et peignaient l'homme civil. Donc, est-ce à dire, comme beaucoup l'ont prétendu, que la société ne peut être qu'inégalité, violence et corruption, comme le prétendent certains interprètes justement de Rousseau. Certains interprètes qui, en gros, ne cessent de nous livrer cette vulgate rousseauiste. Vous avez une série de livres maintenant qui s'intitule « Tout comprendre en 3 minutes ». Alors, vous pouvez comprendre Rousseau en 3 minutes, mais sans doute l'avez-vous déjà compris, c'est-à-dire déjà compris de travers si vous l'avez compris de cette manière-là. Rousseau est celui qui a dit que l'homme était naturellement bon, que la société le pervertissait et qu'il fallait retourner à l'état de nature, c'est-à-dire, en gros, 3 erreurs. Voilà, pour essayer finalement de vous convaincre de cela, j'aime beaucoup ce passage finalement qui tord le cou, notamment à cette idée qu'il faudrait retourner à l'état de nature. Rousseau écrit quoi donc ? Faut-il détruire les sociétés, anéantir le tien et le mien et retourner vivre dans les forêts avec les ours ? Conséquence à la manière de mes adversaires que j'aime autant prévenir que de leur laisser la honte de l'attirer. Donc vous voyez qu'il est quand même clair que Rousseau n'aspirait pas à retourner vivre dans les forêts avec les ours. Bien. Mais par contre, il y a une dimension dialectique qui, à mon avis, chez Rousseau est intéressante. C'est-à-dire ce qu'est la société, ce qu'elle est devenue, ne se confond pas, ou ne doit pas se confondre avec ce qu'elle devrait être idéalement. Pour Rousseau, l'état de nature n'est donc pas le paradis perdu. L'état de nature est une fiction méthodologique, c'est-à-dire un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, et qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. Alors, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi imaginer un état de nature qui n'a jamais existé et dont il faut pourtant avoir une idée assez précise pour pouvoir savoir ce qu'est notre état présent. Parce que finalement, cet état de nature figure en quelque sorte l'envers de la société. Et c'est avec cette fiction méthodologique qu'on va pouvoir se demander qu'est-ce qui fait qu'une société est une société. Qu'est-ce qui fait qu'une société est une société ? Et c'est là finalement qu'on va se retrouver, justement, avec des tenants en quelque sorte d'une espèce d'état de nature, pas toujours dit d'ailleurs, d'une espèce d'état de nature qui vont nous dire, alors ça c'est le cas de Mandeville, dont on peut considérer finalement comme un précurseur de l'idéologie libérale, qui nous dit, les vices privés font les vertus publiques. Vous voyez ? À cela, on opposera la conception d'une société qui s'institue sur la rupture avec cet état de nature supposé, cette liberté donc sans limite. Alors, je peux citer un autre passage peut-être pour que les choses soient plus claires, si je le retrouve. Vous allez voir que chez Rousseau c'est relativement clair. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique
et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Vous voyez en gros que ce que nous dit Rousseau, c'est que si jamais passage de l'état de nature à l'état civil il y avait eu, eh bien c'est quoi ce passage? C'est le passage d'une liberté naturelle sans limite à une liberté qui est conditionnée, et qui est conditionnée par quoi? Eh bien par l'exigence de reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire par ce qu'il appelle le renoncement à l'impulsion physique, là où on peut voir une préfiguration finalement de la psychanalyse freudienne. Donc le nécessaire renoncement à la liberté des pulsions. Alors cette conception de la liberté civile, qui se distingue de la liberté naturelle, peut être traduite de la manière suivante. On en discutait hier avec Michel, il m'a dit « Ah, mais ça c'est vrai, il faudrait que nous lisions ça ». Donc à l'invitation de Michel, je vous lis cette belle phrase de Rousseau. « On a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un état libre. La liberté, alors vous voyez que ça c'est la liberté civile qui ne se confond certainement pas avec la liberté naturelle, enfin la liberté naturelle, et plus exactement la liberté sans limite des libéraux. La liberté consiste moins donc à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Alors pourquoi cette conception de la liberté? Pourquoi cette condition finalement de la reconnaissance des autres? Eh bien parce que la société ne réalise pas la nature, elle doit donc s'instituer sur la rupture avec l'état de nature, ou c'est quoi l'état de nature qui n'a peut-être jamais existé? Eh bien c'est cette situation où en absence de société, c'est-à-dire en absence de morale et en absence de principe, l'homme ne regarde que lui-même. Alors, c'est à cela, parce que Michel m'a dit qu'il fallait que je fasse relativement vite, c'est à cela finalement que je voulais arriver, c'est-à-dire de quelle manière on peut finalement estimer eh bien, que la liberté, cette liberté sans limite, qui s'accompagne souvent d'une pauvreté, pourquoi finalement cette pauvreté elle pourrait être désirée? Alors, sans doute à notre corps défendant. Eh bien, en fait, parce que sans doute y a-t-il des penchants naturels à se donner la préférence. Mais justement, une société, c'est quoi? Une société, c'est ce qui, justement, viendrait endiguer cela. Or, c'est là qu'il est peut-être utile, je ne vais peut-être pas vous citer le passage, ou c'est le dernier passage peut-être de Rousseau que je vous citerai, c'est ce passage finalement dans lequel il nous dit que la désinstitutionnalisation de la société, eh bien, on peut la concevoir comme le retour d'un état de nature sous une autre forme. Je serais assez tenté de dire que le libéralisme, l'idéologie libérale, c'est quoi? Eh bien, c'est le retour d'un état de nature sous une autre forme. Rousseau dit notamment, tout se ramène, c'est ici que tout se ramène à la seule loi du plus fort et par conséquent à un nouvel état de nature différent de celui par lequel nous avons commencé, en ce que l'un était l'état de nature dans sa pureté et que ce dernier est le fruit d'un excès de corruption. Voilà. C'est là finalement où on peut dire qu'à l'artifice des principes et à l'artifice du devoir de reconnaissance, puisque finalement, pour que les choses soient bien claires, je crois que le retour de l'état de nature, c'est le retour d'une société narcissique, c'est le retour, on en parlait tout à l'heure avec Stéphanie, c'est le retour finalement d'une société dans laquelle il y a une exigence de reconnaissance, mais dans laquelle il n'y a pas de droit de reconnaissance. Et je crois que c'est là qu'il y a une opposition, par exemple, entre Axel Honneth, qui parle de lutte pour la reconnaissance, et Rousseau, qui l'a, je crois, mal compris, et qui parle finalement de devoir de reconnaissance. Vous voyez, j'ai dit que c'était la dernière, je vais en citer une autre. Rousseau écrit « La reconnaissance est bien un devoir qu'il faut rendre, mais non pas un droit qu'on puisse exiger. » Et là, je crois que finalement, c'est assez éclairant.
Alors, c'est quoi finalement ce retour de l'état de nature sous une autre forme? Eh bien, ce retour de l'état de nature sous une autre forme, il me reste 5 minutes? Oui. Ce retour de l'état de nature sous une autre forme, on pourrait dire finalement que c'est l'étiolement de la société. Hein, c'est ce qu'on entend souvent. Il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de solidarité de fait, et puis il n'y a plus de solidarité du tout. C'est-à-dire, il y avait société, puis il n'y a plus société. C'est quand même plus compliqué que cela. C'est quand même plus compliqué que cela parce qu'il y a bien évidemment encore société, nous n'en sommes pas réduits à la coprésence, hein, à l'agrégation, mais finalement, ce qui se développe contre les fondements mêmes, me semble-t-il, de la société, eh bien c'est justement une culture, parce que ça relève de la culture, eh bien la culture justement du retour de l'état de nature qu'on pourrait assez aisément, je suis désolé, je suis un peu obligé de jongler avec mes papiers. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais essayer d'improviser. Le retour de l'état de nature, c'est quoi? Eh bien, le retour de l'état de nature, c'est le retour du droit du plus fort, le retour de l'immédiateté, le retour de la nécessité et le retour, on pourrait dire finalement que c'est ça aussi le narcissisme, eh bien, le retour finalement d'une société dans laquelle l'homme ne regarde plus que lui-même. Comment la société s'est-elle instituée, nous dit Rousseau? Comment est-on passé de l'état de nature à l'état de société? Eh bien, dans ce passage où l'homme, du fait de sa nature, l'homme qui ne regardait que lui-même, se voit forcé par la société elle-même, par les principes qui surgissent avec la société, eh bien, de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. De consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. C'est ça, finalement, qui vient, en quelque sorte, limiter la liberté. Hein, c'est ce renoncement primordial qui vient, limiter la liberté. Et c'est peut-être, dans l'espace culturel, dans la culture qui est la nôtre, c'est peut-être que nous ne voulons plus entendre. Alors, ces assises portaient comme sous-titre « Contrôle social des pauvres ». Bon, pour revenir à la question de la pauvreté, je peux aussi essayer de montrer que la pauvreté, il n'y a pas simplement un contrôle social des pauvres, mais que la pauvreté, dans la façon dont on peut la désirer ou la maintenir, alors non pas individuellement, mais collectivement, ou par quelques formes de lâcheté, ou par des formes d'aveuglement, ou par le recours aux lois économiques contre lesquelles on ne peut rien, eh bien que la pauvreté est elle-même un contrôle social. Alors là, je reprendrai des éléments d'un article que j'avais écrit dans l'excellente revue Espace Social. Donc, article dans lequel je disais donc que selon une représentation largement dominante, ce sont les conditions d'existence matérielle qui décident de la capacité des individus à s'intégrer, tant il paraît évident que la pauvreté enferme ceux qui en sont les victimes dans l'urgente recherche d'expédients pour en sortir. Autrement dit, cette assertion vérifierait une règle générale non moins manifeste, non moins évidente, selon laquelle les hommes ne peuvent faire société qu'à la condition d'être affranchis des contingences matérielles. On ne peut a priori que souscrire à cette idée si l'on estime que les conditions minimales de l'intégration sociale exigent comme préalable que les conditions de la survie soient assurées. Mais c'est bien ça le problème, finalement. C'est aussi ça le problème, c'est que ce qu'on nous dit perpétuellement, et ça c'est aussi un effet de la fragilité qui est la nôtre, de la vulnérabilité qui est la nôtre, et plus encore de la vulnérabilité des gens qui sont au chômage ou des pauvres, eh bien finalement l'important, ce serait devenu la survie. Or, il n'y a pas de société qui se jouerait dans la survie. C'est-à-dire qu'en théorisant de la sorte, en postulant que la dignité humaine est subordonnée aux seules logiques de la survie, on prend le risque d'imposer l'idée que ce sont les individus qui font la société, conformément à un a priori anthropologique qui postulerait que les expériences vécues prévalent sur les principes moraux abstraits. Ainsi posé, le problème résiderait en effet dans la frontière que dessine cette conception empirique de l'intégration sociale ramenée aux seules conditions matérielles de l'existence, mais c'est précisément pour cette raison que l'argumentation peut sembler réversible, tant il apparaît que la dignité humaine s'accorde finalement assez mal avec cette idée d'un minimum qui ravalerait l'humanité, eh bien justement, aux seules nécessités de la survie biologique. Alors si je dis tout ça, c'est parce que je crois que la pauvreté, ce n'est pas simplement la pauvreté matérielle, enfin ça vous le savez. Vous savez que la pauvreté, c'est la pauvreté matérielle, mais c'est aussi finalement tout ce que cette pauvreté
matériel suppose d'humiliation et de relégation, hein, et dans une certaine mesure de déshumanisation. Donc c'est précisément pour cette raison, non, ça je l'ai déjà dit, donc sans doute faut-il considérer qu'il est un surplus d'humanité qui, arrachant les hommes aux seules contingences matérielles, représente ce supplément d'âme qui constitue le fondement même de la société que nous éprouvons tant de peine à identifier. Si tel est le cas, le contrôle social qu'il s'agit, le contrat social, oui, alors ça c'est un beau lapsus, hein, j'espère qu'il n'y a pas de psychanalyse dans la... Si tel est le cas, le contrat social qu'il s'agit de refonder ne saurait se réduire à l'assistance des plus vulnérables, quand bien même on se refuserait à ergoter son indiscutable vertu. Cette réserve nous conduit alors à établir sur d'autres bases plus symboliques le lien logique entre une dignité humaine en péril et un contrat social dont on perçoit confusément qu'il est devenu obsolète. En nous refusant à sombrer dans des considérations exclusivement matérielles, quand on parle de la pauvreté, on trouvera peut-être que l'humiliation et la réification peuvent être renforcées par cette nécessité d'une assistance qui tend à maintenir justement les hommes ainsi installés à la frontière de l'indigence et à la marge d'une société dont ils demeureraient, du fait justement de cette assistance, dont ils demeureraient pourtant les obligés. Alors pour finir, enfin, je ne peux pas m'empêcher de citer une dernière phrase, parce que cette dernière phrase finalement de Rousseau est celle qui boucle la boucle sans doute et qui montre finalement eh bien, ce qu'est ce désir d'inégalité. Alors pas ce désir de pauvreté, quoique Rousseau quelquefois parle quasiment, notamment dans les Confessions, il évoque une scène où les gens riches jettent des pains aux manants qui s'écrasent, qui se battent pour pouvoir se les disputer, et il dit finalement que les riches prennent un plaisir finalement à procéder de la sorte. Bon, là on pourrait dire autre temps, autre mœurs, nous n'en sommes plus là. Mais on peut quand même s'interroger finalement, eh bien, justement sur ce que la désinstitutionnalisation sociale, c'est-à-dire la disparition du lien social, qui n'est pas simplement le lien social empirique qu'on remarque à la surface des choses, mais ce qui nous fait exister finalement en société. Ce qui fait que nous sommes membres d'une société que nous acceptons. Ce qui fait finalement que nous renonçons justement à l'impulsion physique ou à la pulsion et que nous acceptons finalement de reconnaître les autres. Eh bien, l'inversion de cela, à travers le retour de l'état de nature, ce que Rousseau nomme le retour de l'état de nature sous une autre forme, renvoie à certains égards, se rapproche de la logique mimétique de Girard. Hein. Sauf que la logique mimétique de Girard aurait plutôt tendance à considérer que c'est une espèce d'invariant anthropologique qui expliquerait ce qu'est l'humanité par elle-même, alors que chez Rousseau, il y a bien l'idée que c'est l'effet d'une désinstitutionnalisation et l'effet finalement eh bien, d'une corruption qui n'est pas inscrite dans la nature de l'homme. Je cite Rousseau, « Si l'on voit une poignée de puissants », alors, il s'agira de savoir si finalement cette phrase elle est encore d'actualité ou pas. Si l'on voit une poignée de puissants et de riches au fait des grandeurs et de la fortune, tandis que la foule rampe dans l'obscurité et dans la misère, c'est que les premiers, les riches, n'estiment les choses dont ils jouissent qu'autant que les autres en sont privés, et que sans changer d'état, ils cesseraient d'être heureux si le peuple cessait d'être misérable. Voilà, ben, j'en termine par cela. Je vous remercie.